L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Encore une fois, Louis-Philippe Dubé au micro principal, accompagné de Gabriel Gélina. Salut. Hugues Gonneau, Bonjour. encore une fois cette semaine. Et on reçoit un autre membre de l'équipe du Guide de l'auto cette semaine, Vincent Aubé. Salut Vincent. Salut. Salut Vincent, tu vas nous parler de la Subaru Solterra durant le bloc d'essai. Oui. Mais encore là, tu vas commenter les nouvelles avec nous cette semaine parce que veux pas, tu viens de finir le guide avec nous qui vient d'imprimer justement. Puis ça a été une longue période pour toi aussi. Puis on t'a pas reçu encore cet été. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ta présence aujourd'hui. Sans plus tarder, les gars, on va parler de Nissan parce qu'il y a eu la semaine dernière une grosse réunion des concessionnaires à Las Vegas de Nissan pour parler de l'avenir de la marque. De l'avenir? De l'avenir de la marque qui est un petit peu sombre selon pas mal de tout le monde. Et puis, il y a des nouvelles qui sont sorties de là, puis des trucs que je trouve pas mal intéressants puis qui pourront assurer peut-être une lueur d'espoir là, pour des futurs produits. Pour commencer, le Nissan Xterra, promis. Ben là, on le savait qu'il arrivait, mais là, on commence à mettre des dates, on commence à mettre un peu une stratégie derrière ce produit-là qui pourrait arriver en 2028. Oui, retour en 2028. Bon, ça, évidemment, tout ça sort d'un reportage du média Automotive News qui, comme son nom l'indique, suit vraiment les nouvelles de l'industrie. Et donc, c'est une annonce qui a été faite par Christian Meunier, qui est évidemment le président et chef de la direction de Nissan aux États-Unis maintenant, et qui a autrefois été président chez Nissan Canada. Quelqu'un qu'on connaît bien. Il est français d'origine et c'est un bonhomme qui quand même a beaucoup de drive. Il a amené des choses au Canada, la Micra, le Qashqai, ce genre de choses. Et là maintenant... Oui, la Micra qu'on avait juste chez nous là, dans notre marché. Là. Tout à fait. Et là maintenant qu'il est de retour aux commandes chez Nissan aux États-Unis, on sent qu'on veut comme redonner un certain momentum à cette marque sur ce marché-là. Donc on parle d'un Xterra qui serait prévu pour 2028, qui serait éventuellement assemblé sur la même ligne de montage que le Frontier, qui évidemment va partager ses composants probablement avec le Frontier. Oui. Un look très carré selon les gens qui ont assisté à cette réunion, qui ont vu des photos. Donc, le Xterra là, qu'on voit ici à l'écran, un utilitaire qui avait été populaire. Mais là, qu'est-ce qui est important que tu nous dis, c'est que justement, Nissan veut fabriquer ça aux États-Unis, évidemment, parce que c'est un peu... dans les nouvelles, là, on veut essayer de rapatrier des trucs aux États-Unis, puis Nissan a de la place aux États-Unis dans son empreinte manufacturière. La capacité de production. La capacité de production, exactement. Ça, c'est pas un problème. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui est important. Puis ensuite de ça, il y a d'autres produits. On parlait de 20 produits jusqu'au printemps 2027, soit des nouveautés ou soit qui allaient être remodelés, là, si on veut. Oui, ça fait partie justement de cette stratégie d'essayer de donner un petit reboot, si on peut s'exprimer ainsi, là, à la marque. Ouais. Et pour ce qui est, évidemment, du Xterra, on parle peut-être d'un V6 à motorisation aussi hybride. Oui. Et donc, jusqu'à peut-être 75 000 d'autonomie tout électrique. Exactement, sans consommer de carburant. Et donc, évidemment, c'est un véhicule qui pourrait aussi affronter des valeurs sûres du segment comme le 4Runner, qui est évidemment une motorisation hybride, mais qui est un véhicule aussi plus gros. Et peut-être plus capable, certainement, en conduite hors route. C'était écrit dans le ciel qu'il fallait embarquer sur cette vague-là des nouveautés du côté des Japonais, du côté des Américains aussi, des utilitaires qui sont... axé sur l'aventure, là, on peut le dire, puis on prend souvent cette phrase-là, axé sur l'aventure. Des fois, ça a plus de poids que d'autres fois ici. Avec des grosses guillemets. Avec des gros guillemets, mais dans la tête d'un constructeur, c'est beaucoup d'équipements très payants.
Oui, tout à fait. Comme véhicule. Puis c'est ça qu'on cherche chez Nissan, justement. On veut renflouer les coffres. Là. Donc, il est clair que probablement les concessionnaires nord-américains de la marque aimeraient l'avoir beaucoup plus tôt que 2028. Mais semble-t-il que ça va falloir attendre jusqu'à ce moment-là avant que le nouveau Xterra arrive sur le marché. Voilà. J'ai entendu quelque chose d'autre de ce meeting-là qui est arrivé, puis on parle souvent d'Infiniti. Infiniti qui... Avenir? Oui, Avenir, Infiniti, qu'on ne croyait pas infini. La Q50, une berline que j'ai adorée, que j'adore encore, qui était vieillissante dans ses derniers milles, mais toujours agréable à conduire. Une vieille plateforme, etc., un moteur, tout ça. Mais là, on veut réanimer ce modèle-là avec un moteur de la Z, merci, biturbo compressé, plus de 400 chevaux, avec une boîte manuelle, probablement une configuration propulsion, on espère une configuration à rouage intégral. Mais tu sais, on va dans une niche là, qui n'est plus exploitée là, nécessairement. Là. Une niche qui est composée presque exclusivement de chroniqueurs automobiles. Quand on parle. On en parle avec passion quand on en parle, mais on peut espérer qu'il y a encore des acheteurs là, qui vont... C'est ça la grosse question. Ou des vieux comme moi là, qui vont... En fait, moi, je pense qu'il y a un marché, mais pas nécessairement en Amérique du Nord. C'est-à-dire que les Allemands font encore de l'argent avec leur berline, ils en produisent encore. Pourquoi Infiniti n'irait pas marcher sur leur plate-bande? Par contre, pour l'Amérique du Nord, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a encore l'Asie, il y a encore l'Europe, parce que même si ça va pas très très bien, ils se vendent encore quelques voitures en Europe. Donc, mais c'est ça, en Amérique du Nord, on va toujours se poser la même question. Pourquoi j'achèterais ça si je peux avoir un utilitaire au même prix? C'est pas mal ça la logique nord-américaine. À part nous, là, mais en général, c'est pas mal ça. Oui, puis bien évidemment, on a parlé du Nissan Rogue qui va arriver avec la motorisation hybride, etc. On n'a pas encore vu toutes ces esquisses-là, mais ça a été abordé. Puis ça fait partie du lot des 20 produits qu'on veut amener là, d'ici le printemps. Évidemment, dans le cas du Rogue, on peut parler d'un Mitsubishi Outlander, cette technologie-là, PHEV, on en parlait tantôt. Qui va être adoptée justement dans le Rogue. Voilà. Évidemment. Prochaine nouvelle, chez Stellantis, on avait parlé chez RAM. Segment Stellantis. Chez Stellantis, on avait discuté chez RAM aux États-Unis de ramener là, une garantie générale. C'était 5 ans, 100 000 milles, si je ne me trompe pas. Et puis, la nouvelle disait que ça n'allait pas venir au Canada pour toutes sortes de raisons et ça couvrait les camions RAM et les fourgons, etc. Et puis, maintenant, le constructeur se ravise parce que justement, on a besoin de toutes les armes possibles chez Stellantis et RAM. Et puis, on va couvrir là, les nouveaux produits, 10 ans, 160 000 km. Ça commence à être la garantie. Oui, ça comprend le RAM 1500 et Heavy Duty ainsi que le ProMaster. Et tout ça s'inscrit évidemment dans cette démarche selon laquelle la plupart, ou en tout cas la très grosse majorité des clients pour ce genre de modèle financent leur véhicule sur plus que 5 ans. Donc, c'est 80% de la clientèle de ces modèles-là qui financent leur véhicule sur plus de 5 ans. Donc, c'était logique pour Stellantis qui offrait cette garantie-là aux États-Unis de l'ajouter ici au Canada. Alors, ça, c'est une bonne chose. Et ça va leur permettre aussi d'aller chercher... un peu plus peut-être de tranquillité d'esprit chez les acheteurs. Et ça va leur donner un argument de plus contre Ford et General Motors, dont la garantie se limite à 5 ans et un kilométrage moindre. Ouais. J'ai eu l'occasion d'essayer cette semaine le RAM 1500 avec j'allais dire le nouveau moteur AMI. Ce n'est pas un nouveau moteur AMI, c'est le même moteur AMI, mais il y a des spécificités. Je ne peux pas en parler là, parce qu'on est sous embargo jusqu'à la semaine prochaine, mais on va en parler la semaine prochaine. Par contre, ça s'intègre là-dedans, on ramène le moteur, etc., qu'un moteur qu'on connaît bien, puis tout ça, on est capable de garantir nos produits, puis d'aller chercher les acheteurs qu'on a perdus, dans le fond, parce que si on regarde les ventes là, chez RAM, depuis que le RAM 1500 était cette année qui a été seulement offert avec le moteur Hurricane, on a perdu énormément de clientèle. Et puis là, c'est un argument de plus, je pense, pour aller les récupérer. Ça et un moteur EMI et toutes sortes d'autres équipements là, qui peuvent. Et toutes les autres variantes qui vont en suivre. Et toutes les autres variantes qui vont suivre ou qui vont être réanimées, mais ça, on le sait pas. Fait que, en tout cas, chose à suivre. Toujours chez Stellantis, chez Chrysler, on parlait de véhicules axés sur l'aventure tantôt, et puis
on a dévoilé un concept chez Chrysler d'une mini-fourgonnette axée sur l'aventure, on peut dire. Je trouve que le concept est un petit peu bizarre à regarder. Ah, ben, tu peux utiliser ce mot-là. Allons-y. C'est comme si on l'avait habillé le matin puis on l'a exhibé. Mais quand tu as une marque qui a un seul modèle, faut que tu trouves des façons de générer un peu de couverture médiatique. Et donc, voilà, donc un concept Grizzly Peak. Grizzly Peak. Essentiellement une Pacifica remodelée avec une montre pneumatique adaptée, des pneus BF Goodrich All-Terrain. Ouais, on la voit à l'écran. Très légèrement remodelée. Voilà, des roues de 18 pouces plutôt que 20. Évidemment, tous les accessoires que vous pouvez voir sur le toit pour justement ce concept là, de la van life. Évidemment, suspension rehaussée à l'avant et à l'arrière, etc. Bref, l'histoire ne dit pas si ce véhicule pourrait résister à une attaque de Grizzly, mais chose certaine, il y a des petits emblèmes Grizzly un peu partout sur le véhicule. Et donc, bon, évidemment, on est allé puiser dans le catalogue de pièces aussi chez Mopar, et donc ça a été une façon de créer un véhicule concept à très peu de frais. Ouais. L'histoire ne dit pas si éventuellement il va y avoir une modèle de production. Non, c'est ça. C'est un concept. Vincent, toi qui es un homme de famille, qui va en camping, j'ai lu tes articles là, durant l'été que tu as fait. Tu es parti à l'aventure, on peut le dire. Est-ce que toi, un concept de mini-fourgonnette comme ça, avec des attributs un petit peu plus robustes, ça te parle? Ça te parle-tu? on va demander à quelqu'un qui... Je sais pas si c'est pertinent. J'ai peut-être pas assez d'enfants pour que ce soit pertinent dans mon clan, mais à la défense de Stellantis, par contre, il y a chez Toyota, aux États-Unis, par contre, seulement aux États-Unis, une Sienna Woodland. Ouais. Qui ressemble un peu à ça. Qui a une garde au sol légèrement... Tu sais, il n'y a pas des gros pneus agressifs, mais c'est le même concept. Ouais. Est-ce que Chrysler veut aller là-dedans? Peut-être, il y a un petit marché. Le mot-clé, c'est l'aventure. Chaque nouveau modèle porte l'écusson aventure de nos jours. Ou faire la nouvelle, là, parce que justement, on veut montrer le produit, on en a en masse, puis on veut montrer les possibilités. Je suis pas sûr qu'une mini-fourgonnette avec des pneus tout-terrain à longueur d'année, ça soit super agréable. Exact. Non, c'est ça. Une mini-fourgonnette, c'est reconnu pour la douceur de roulement. Ouais. C'est ça. Non, puis même, une mini-fourgonnette, vu que c'est une caisse de résonance, déjà au départ, c'est plus bruyant. Il y a pas, je veux dire, tu peux faire ce que tu veux, c'est plus bruyant. On rajoute des pneus tout-terrain là-dedans. Ouais, non. Ouf. Bon, c'est chose édite, mais quand même le fun à regarder ces images-là. Absolument. C'est un concept. C'est un concept. Je m'en vais chez Audi avec le Q3, le populaire Q3, qui a eu toutes sortes d'annonces qui ont été faites là, dernièrement, motorisation hybride, etc. Et puis là, on a montré des images d'un Q3 coupé. Écoute, Sportback. Comme on l'appelle chez Audi, c'est ça? Oui, Sportback, exactement. On va utiliser le terme de l'entreprise, mais c'est un utilitaire coupé dont on parle dans tous les autres segments qui compromet énormément et qui ne fournit pas grand-chose d'autre qu'un look qui est différent. Puis rendu dans un Q3, on commence à parler d'un hatchback, d'un véhicule compact hatchback comme on les connaît ici. On va appeler un chat au Québec. Mais écoute, j'haïs pas ça pour quelqu'un qui est dans ce marché-là, d'un véhicule 3, là, on va dire, dans ces segments-là. C'est un petit peu plus haut sur terre, si tu n'as pas besoin de la capacité, parce qu'on n'a pas parlé de volume de chargement encore, puis qu'est-ce qui est compromis. Mais peut-être, là, il y a des informations supplémentaires là-dessus. Oui, en fait, il fait 29 mm de moins en longueur, déjà en partant. OK, quand même. Et puis aussi, en termes de capacité de chargement, le Q3 régulier, la capacité de chargement, c'est 1386 litres. OK, au complet, celui-ci, c'est 1298, donc à peu près une centaine de litres de moins, évidemment, à cause de la forme de la lunette arrière, principalement. Et aussi le fait que le véhicule est un peu plus court. C'est pas une grosse pénalité quand on y pense. C'est parce qu'ils nous ont pas donné les chiffres derrière la deuxième rangée. C'est ça. Ça serait la plus grosse pénalité est là, peut-être que le 100 litres, il est pas énorme, mais pour transporter justement des trucs carrés, pour transporter de la grosse boîte, des machins comme ça, c'est ce 100 litres-là qui fait de la différence. Et en fait, c'est pour ça que tu achètes un utilitaire au départ. Maintenant, il faut préciser que Audi Canada n'a pas confirmé que ce modèle-là viendrait. Évidemment, c'est encore... Le Q3 Sportback. C'est clair qu'en Europe, c'est populaire. C'est clair que c'est
est populaire aussi sur d'autres marchés. Oui. Ici, au Canada, Audi commercialise déjà le Q5 Sportback, le Q4 e-tron Sportback aussi. Mais dans ce cas-ci, c'est pas clair encore si ça va venir ou s'ils vont se limiter simplement à la carrosserie là, du Q3 conventionnel pour le marché canadien. Pour le reste, ce moteur 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres, puissance un peu plus élevée, qui varie de 228 à 261 chevaux selon le modèle. Là, évidemment, je vous parle des spécifications qui ont été données par Audi en Europe. Ouais. Et un couple qui passe de 258 à 295 livres-pieds. Aussi, un système motorisation hybride qui est disponible là-dessus, 268 chevaux au total, et une batterie de 25,7 kWh, ce qui donnerait une autonomie de 92 km en modèle électrique. Qui est de plus en plus compétitif, surtout dans ces segments-là. Tout à fait. Je regarde les utilitaires coupés dans les Européens puis dans les autres segments que tu dis qu'on a chez Mercedes, etc. Puis on coupe dans le volume de chargement, on coupe un peu dans certaines... Bon, des fois, il y a des constructeurs qui ont réussi à ne pas couper dans le dégagement pour la tête à la deuxième rangée. Mais ces utilitaires-là sont toujours plus dispendieux. Exact. Je dirais la variante, la configuration de carrosserie est toujours plus dispendieuse. C'est souvent des modèles qui sont équipés de soit d'une motorisation plus puissante ou alors d'une dotation de série qui est plus complète. Ouais. Évidemment, c'est une façon aussi de rajouter 5 000 $ au prix facile. Oui, aussi, mais en fait, c'est parti de l'habitude de dire c'est BMW qui avait lancé ça avec le X6 et qui avait dit nous on va les charger plus cher, et puis tout le monde a fait quelle bonne idée, parce qu'à produire c'est exactement la même chose et c'est juste du design. Donc en termes de coût, mais ils sont c'est plus cool, c'est plus cher, et voilà, et tout le monde a embarqué ensuite parce que c'est beaucoup plus rentable. Ouais, évidemment. Point. On s'en va encore plus loin chez BYD. En Chine, Build Your Dreams, BYD, l'entreprise chinoise qui fait des ravages en Europe actuellement avec ses voitures électriques. BYD a surclassé Tesla dans les ventes de voitures, dans ses ventes de voitures globalement, pas globalement, mais en Europe, ce qui est quand même assez étonnant. Oui, on note une baisse drastique chez Tesla en Allemagne, etc., pour d'autres raisons. Non, Elon a dit que tout allait bien. Oui, absolument, mais tout va bien avec les voitures. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est pas un problème technique. Pour le moment, ça va bien. Mais chez BYD, on fait des ravages, là, justement. Puis là, on a montré une voiture qu'on a déjà vue, un supercar électrique qui a battu un record de vitesse. Oui, il faut dire que les modèles qui se vendent beaucoup en Europe, c'est les tout petits modèles, là, les modèles les plus basiques, si abordables, de Build Your Dreams. Mais là, on parle de la Yangwang U9 Track Edition, 2950 chevaux. 4 moteurs électriques qui sont capables de tourner jusqu'à 30 000 tours minute. Et donc, ils ont atteint un record de vitesse qui est de 472,9, c'est bien ça? Oui, 472,4 km/h. Ouais. Donc, évidemment, sur une piste d'essai avec un pilote qui est habitué à ce genre d'exercice. Ce ne sera pas sur les routes du Québec, ça, c'est sûr. Exactement. Mais tout ça pour dire que, c'est le Halo Car, là, c'est la voiture d'image, si on veut, pour BYD, évidemment, de la division de luxe haute performance qui s'appelle Yangwang. Ouais. Et ça, c'est la même voiture, on vous en a déjà parlé, c'est celle qui est capable de faire des bonds, littéralement de sauter avec sa suspension par-dessus des obstacles. Mais pourquoi qu'on voudrait faire ça? Pour éviter justement des nids de poule. C'est simplement pour montrer les capacités de la suspension active. Et une fois que tu es capable d'avoir des amortisseurs suffisamment puissants, suffisamment réactifs, c'est juste du logiciel pour la faire sauter, c'est tout. Et puis ça fait parler parce que, tu vois, on en parle encore. Tout le monde en parle. C'est la nouvelle référence, en fait. Là. Et donc, ça montre jusqu'à quel point cette marque-là est sérieuse aussi, d'affronter les plus grosses marques, les marques établies en termes de performance. Évidemment, on parle aux marques allemandes et on parle aussi de Bugatti, Rimac et tout le reste. Oui, évidemment.
comme tu l'as décrit, Halo Car, là, un peu pour montrer les capacités de ce constructeur-là qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Parce que justement, BID fait des voitures électriques. On parle beaucoup de voitures électriques, mais il y a des voitures hybrides, des voitures à moteur thermique en Chine qui viennent de ce constructeur-là, là, évidemment. Là. Et c'est la plus grosse marque du côté de la Chine, mais il y en a une flopée d'autres. Ouais, c'est juste impossible de suivre. Exactement. Voilà. En tout cas, une nouvelle référence là, en termes de vitesse. On était dans le segment Stellantis tantôt, on l'a abandonné pour un petit moment, mais je veux rembarquer dedans. Stellantis. On a abandonné un gros projet chez Stellantis, avec raison aussi, parce que justement, il faut mettre l'emphase sur les trucs qui fonctionnent en ce moment, puis c'est très difficile pour l'entreprise d'arriver à subvenir à fournir des ressources à tous ces projets. Exact. Et puis, on avait un projet de véhicules autonomes de niveau 3, comme un peu toutes sortes d'autres constructeurs font. Puis, on a décidé de passer la hache là-dedans. Là. Exactement. Donc, BMW, Mercedes-Benz offrent déjà ce genre de fonctionnalité-là sur certains de leurs modèles qui permet justement que la voiture prenne en charge ses mouvements dans certaines conditions bien précises. Donc, l'idée, c'était évidemment, si vous êtes pris dans un bouchon de circulation, même la nuit, même sous la pluie, la voiture peut, à basse vitesse, rouler par elle-même. Et vous pouvez regarder des petites vidéos sur votre gros écran. Donc, Stellantis, comme à peu près tous les autres constructeurs aussi, travaillait sur ce genre de technologie-là. Mais comme tu l'as dit, on a décidé de recentrer, recadrer les priorités. Et donc, j'ai plutôt l'impression que ce qu'ils vont faire finalement, c'est qu'ils vont aller chercher, s'ils veulent vraiment avoir ce genre de technologie-là, c'est qu'ils vont prendre un accord, un partenariat avec un équipementier, ou peut-être même avec une autre marque, évidemment, qui développer leur propre technologie, leur propre logiciel. Parce que du côté de chez Ram, on ramène des moteurs, on retourne à qu'est-ce qui est payant. Développer une technologie comme ça, il faut avoir une stratégie comme, par exemple, des robots taxis, pour être capable de monétariser tout ça. Pas forcément, parce que de toute façon, faut se remettre un peu dans le contexte, parce que c'est une nouvelle qui est quand même très paradoxale. À la fin des années 2010, tout le monde disait la voiture autonome, c'est pour dans 5 ans. Et on parlait de la voiture autonome niveau 5. Et la raison principale pourquoi PSA, Peugeot, Citroën et Fiat se sont associés, c'était pour faire des investissements dans l'automobile électrique et dans la voiture autonome. Parce qu'ils savaient justement que séparés, ils n'avaient pas les épaules assez larges pour pouvoir faire ce qui s'en venait, ce qui était supposé s'en venir. Et on est maintenant en 2025, donc là on sait que la voiture autonome niveau 5, on n'y est pas pantoute. Et ce qui est paradoxal, c'est que justement, les raisons de l'association, maintenant ça part aux toilettes. Il n'y aura pas de développement majeur sur la voiture autonome. Et le développement sur la voiture électrique, c'est très, très pénible. Donc en fait, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Puis pour les gens à la maison, les niveaux d'autonomie sont toujours débattus un peu. La Société des ingénieurs automobiles en a une interprétation de l'échelle. Il y en a d'autres que des constructeurs ont une autre échelle. Alors, on parle, mettons, à un niveau 0, il n'y a absolument rien. Niveau 1, on parle d'un régulateur de vitesse. Adaptatif, niveau 2, on parle d'adaptatif, puis le système de louvoiement, mettons, puis il y a 2+ pour certains constructeurs. Ensuite, 3, 4, on commence à tomber dans la haute autonomie. Et puis, dans la niveau 5, il n'y a pas de volant. Totale. C'est ça, il n'y a pas de volant. Là, on s'en sert même pas, c'est absolument ça. Fait que ça, les lignes sont brouillées un peu là, entre les niveaux, mais c'est à peu près ça. La codification reste la même, mais effectivement, maintenant, tu as des systèmes autonomes qui sont pas totalement niveau 3, mais quand sont quand niveau même... Niveau 2+, qui appelle... Appeler ça un 2+, c'est pas forcément malhonnête, parce qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires, mais la classification reste la même. Mais c'est vrai qu'il y a certains constructeurs qui proposent des fonctionnalités supplémentaires et qui permettent de dire, on n'est plus tout à fait au niveau 2, mais on n'est pas encore au niveau 3. Je comprends. Parfait. 2.5. C'est ça. C'est encore dans les nouvelles de conduite autonome, de robotaxi, etc. Du côté des Stellantis, on va en avoir beaucoup moins. Du côté des autres constructeurs, on va en avoir d'autres, c'est sûr. Et maintenant, revenons un peu en arrière, avec un tout autre modèle. Écoute, il fallait la mettre là-dedans. J'avais une tante quand j'étais tout petit qui avait une Plymouth Horizon.
de couleur jaune qui sentait la cigarette d'une manière extraordinaire. Bienvenue dans les années 70. Est-ce que c'est ta séance de thérapie, là, ici? Ah, écoute, il faut que j'en parle parce que... T'as souffert beaucoup. Non, mais c'était une voiture que, tu sais, le levier de changement de vitesse, il y avait un gros bouton sur le dessus pour le mettre avec la transmission automatique, etc. Puis c'était d'une lenteur extraordinaire comme voiture, là, c'était épouvantable, mais tellement populaire. Aujourd'hui, on a vu, en fait, sur le site internet de Bring a Trailer, le site d'enchères, qu'il y a une Dodge Omni GTS GLH S. Signé par Carroll Shelby, évidemment, GLH S. Carroll Shelby qui a signé toutes sortes de motorisations, toutes sortes de véhicules, etc. Mais ce véhicule-là, pour moi, quand je l'ai vu, je dis, ben voyons, qu'est-ce que Carroll Shelby faisait là-dedans? Regarde, et puis, Hugues, ça, je peux t'expliquer. On va t'entendre là-dessus. Parce que c'est une de mes voitures favorites. J'ai failli en acheter une en 2014. Ah ouais, hein? Et ça, c'est un modèle spécial qui a été produit uniquement à 500 exemplaires chez Carroll Shelby. Ouais. Moteur amélioré, suspension améliorée, refroidisseur d'air. 175 chevaux aux roues avant uniquement. C'était beaucoup, hein, pour il y avait quoi, 94, je pense, chevaux? On partait de 97, si je me souviens bien, sur le modèle de base. Mais 175 chevaux au roues avant, aujourd'hui, on sait faire avec un anti-patinage. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, les effets de couple dans le volant, apparemment, ils étaient absolument terrifiants. Hugues, j'en ai déjà conduit une. Ah oui? Je confirme. Ah non, c'était difficile. T'as déjà conduit... Une GLH S? Pas une S. Mais une GLH. Non, mais une GLH. Une GLH, c'est 146 entre chevaux. Les deux, 146 chevaux, c'est ça. C'est quand même plus... Oui, non, je comprends. Non, mais... Ça, c'est le niveau. Non, mais tu illustres parfaitement le truc. C'est-à-dire que déjà, 146 chevaux, c'est terrifiant. Remets-en 30 de plus et avec un turbo qui souffle plus fort. Et bienvenue au club. Wow, ouais. Mais je pense qu'il faut préciser aussi pourquoi ça s'appelle une GLH, parce que c'est Goes like hell. Goes like hell. Et le S pour Some more. Some more. C'est quand même assez... ça, c'est Shelby qui a trouvé le nom et qui avait un génie quand même pour trouver des noms un petit peu. Et il cherchait un nom pour la voiture et là, Goes like hell. Ah, allez, on met ça. Goes like hell. Et puis quand il a fallu sortir une version plus costaud, Some more. D'ailleurs, Dodge a fait un concept Hornet GLH. Ouais. C'est vrai, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense pas que ça va ressortir. Là. Non, mais regarde. Et en fait, c'est des voitures qui ont été décriées très, très, très longtemps, spécialement les Horizons. Les GLH n'ont pas eu beaucoup de respect. La GLHS, tout le monde savait que c'était une édition limitée, 500 exemplaires, pas un de plus. Donc, il y a quand même des collectionneurs qui ont mis ça de côté. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, celle qui vient d'être vendue sur Bring a Trailer, elle a ramassé 57 000 $ canadiens. Le char, il est impeccable, là. Il est neuf. Il a, si je me souviens bien, 8000 milles, aux alentours de 8000 milles. C'est un truc absolument incroyable. Celle que je voulais acheter à l'époque, en 2014, aurait coûté 10 000 $, si je me souviens bien. Écoute, c'est épouvantable. Ça a un petit peu monté depuis. Et cet exemplaire-là, c'est vendu pour 57 000 $ canadiens, l'équivalent de 57 000 $ canadiens. Je veux dire, bravo au collectionneur qui a mis la main dessus. Là. C'est le châssis numéro 431. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, les années 80 étaient moquées. Ouais. Et on dirait, les années 80, il n'y a que de la marde. Il y a quand même des véhicules très spéciaux dans les années 80. Oui. Il n'y en a pas des tonnes. Il y a des bijoux. Il y en a. Il y a des vrais bijoux. Et les valeurs sont pas en train de monter. Les valeurs montent. Et pas un peu... Comme je te dis, un truc comme ça, il y a 10 ans, on pouvait avoir ça à 10 000 $. Et puis, c'était un bel exemplaire. Il était très, très propre. Là, aujourd'hui, à 10 000 $, même une Minoune, c'est introuvable. Ah ouais. Puis il y a des inspirations actuelles. Par exemple, la Ioniq 5 de chez Hyundai qui a mais il y a plein de ces véhicules-là. Les Mustang Fox Body coûtent déjà très cher, mais Corvette C4, les Camaro des années 80, ça monte. Et, C'était en fait la réponse de Dodge à l'époque contre la Volkswagen Rabbit, la GTI, là, en fait. C'était carrément une copie américaine du concept. Ouais, c'est fort intéressant. Ensuite de ça, on va passer du côté électrique parce que j'ai lu une étude de l'université en Californie dernièrement qui mentionnait, puis je trouve que ces études-là, il faut les expliquer parce que on mentionnait un relevé de pollution par particules fines qui était très élevé autour des bornes de recharge de niveau 3
en Californie particulièrement, on parle de bornes de recharge Tesla, mais également de d'autres bornes de recharge. Ouais. Donc, c'est une étude de UCLA, University of California, Los Angeles. Et donc, ce qu'on a tenté de mesurer, c'est effectivement les fameuses particules fines qui se retrouvent dans l'atmosphère. Ça, c'est quoi? Évidemment, c'est des petites particules de pneus, et de freins également. Et pourquoi est-ce que la concentration de ces particules fines serait plus élevée proche des chargeurs? Bon, évidemment, les véhicules électriques, on sait, usent leurs pneus beaucoup plus rapidement. Les freins, beaucoup moins, là, mais les pneus plus rapidement. Et aussi, dans les chargeurs, tu as souvent des ventilateurs qui assurent le refroidissement du chargeur lui-même. Évidemment. Et tout ça fait en sorte que il y a comme un mouvement, une circulation d'air autour du chargeur qui fait en sorte que les particules fines qui ont été déposées là par ces voitures électriques se retrouvent dans l'air ambiant et que les gens qui passent du temps là sont exposés à respirer un peu plus ce genre de truc. Je me suis entretenu avec Hydro-Québec, quelqu'un chez Hydro-Québec, un porte-parole chez Hydro-Québec, pour leur montrer cette étude-là. Il n'avait pris connaissance, évidemment. Et puis, il y a beaucoup de facteurs. C'est pour ça que je peux dire qu'il faut le prendre à la légère, parce que des fois, le monde va dire on essaie de trouver des bébites aux voitures électriques, des bébites aux chargeurs, etc. Des particules fines, il y en a un petit peu partout dans l'air. Là, il y en a particulièrement plus à cause des raisons que tu l'as expliqué. Chez Hydro-Québec, on m'informe que les systèmes de refroidissement et les installations, ils sont dessinés pour être le plus loin possible des aires d'attente. Et les systèmes de refroidissement, on n'a pas relevé au Québec, on n'a pas fait une étude similaire. Par contre, en les comparant les deux avec les fournisseurs, on est capable d'éloigner le plus possible ce type de pollution-là. Et puis, justement, si vous êtes en face d'une borne de recharge, vous n'allez pas être exposé autant. En fait, c'est très simple. C'est pas, tu as raison de le souligner. L'idée, c'est pas de dire ça y est, on va faire du voiture électrique bashing ou quoi que ce soit. C'est ça, exactement. Pas du tout. En fait, l'idée, c'est juste de dire, pendant que vous faites votre recharge, attendez soit dans votre voiture, ou si vous êtes dans une station-service, allez prendre un café. Une centaine de mètres. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, c'est pas pour bâcher l'auto électrique du tout. C'est pour dire, regardez, il y a une façon très simple de se protéger de ça. Restez dans votre voiture, mettez la filtration. Ou aller prendre un café, mais problème réglé. Il y a aussi des façons de régler le problème si on ajoute, par exemple, un filtre à la borne de recharge elle-même pour capter ces particules-là pour éviter qu'elles soient... C'est un problème très facilement réparable. C'est important d'en parler parce qu'il peut y avoir une exposition directe, mais en même temps, il n'y a aucune raison de s'énerver. Il y a des solutions pour vous et il y a des solutions techniques qui s'en viennent. Pas trop de stress. Pas trop de stress. On continue à les bornes de recharge. J'ai ajouté une nouvelle aujourd'hui qui nous vient. Mais les nouvelles d'annonces d'installation de bornes de recharge, on en revient à un moment donné. Par contre, celle-là, je la trouvais particulièrement intéressante parce qu'elle se passe chez nous, du côté d'un partenariat avec Tim Hortons et Flo. Flo, qui est le manufacturier de bornes de recharge qu'on connaît très bien ici chez nous. Et puis pourquoi que je la trouve importante, c'est qu'on parle d'une centaine de sites qui vont bénéficier chez Tim Hortons de bornes de recharge rapides, mais ces bornes-là sont ultra rapides. Là. Fait que chez Flo, on parle de la borne ultra qui peut fournir, selon les conditions et selon combien de véhicules sont en fichier, jusqu'à 500 kW de puissance. Et puis ça, je trouve ça bien parce que chez Tim Hortons, justement, tu restes pas bien longtemps. Tu sais, si des bornes de haute vitesse devant un Saint-Hubert, tu as le temps d'aller te prendre un 4 filets avec une orangeade. Oui, tu as le temps, mais chez Tim Hortons, tu veux te prendre un café puis tu veux t'en aller un moment donné. Les véhicules électriques sont de plus en plus performants au niveau de la recharge. On parle de facilement des fois dans des véhicules de 272 kW, 300, etc. Et puis là, ces bornes-là sont capables d'accommoder les gens on the go. Et puis, c'est chez nous. Donc, je trouve ça de plus en plus important de parler de ça. Non, puis en plus, souvent, c'est sur des axes de grande circulation où c'est placé. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis, ça illustre le fait, vous faites charger votre voiture, allez prendre un café. Exactement, parce que un incitatif supplémentaire. Oui, exactement, de ce qu'on parlait tantôt. Là. Souvent, sur le réseau du circuit électrique, tu vas retrouver des bornes de recharge à haut débit, des bornes de recharge de niveau 3, mais il n'y a rien autour. Il n'y a absolument rien. Et tu es coincé là pendant 25-30 minutes. Et puis... il faut que tu marches, là. Tu regardes des petites vidéos sur ton téléphone. Pendant ce temps-là, tu fais autre chose. Ou tu gèles dans ton véhicule quand c'est l'hiver, puis tu contribues pas à la recharge. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais là, non, c'est très intéressant. Évidemment, on parle tout le temps de sites de bornes de recharge qui manquent, etc. Donc ça va sur les axes routiers principaux, évidemment. Et puis la seule question qui reste à répondre, c'est combien ça va coûter.
coûter. Parce que, évidemment, moi, tantôt dans mon essai, j'ai essayé un véhicule qui n'est pas électrique, qui est un véhicule hybride rechargeable, Outlander PHEV, mais qui a un port de recharge CHAdeMO, qu'on aime beaucoup ce mot-là ici, qui est capable d'accommoder une recharge rapide de niveau 3. Mais dans le cadre où est-ce que je l'ai essayé, c'était très dispendieux. Puis évidemment, il y a un prix pour chaque borne, tout dépendant si tu vas en Ontario, si tu vas au Québec, c'est plus cher, c'est moins cher. C'est à l'heure, c'est au kilowatt, etc. Donc, j'ai bien hâte comment on va charger au kilowatt pour des bornes de si haute puissance. Donc, au retour, on parle chronique rétro avec Hugues. Le guide de l'auto. Hugues, aujourd'hui, tu nous amènes chez Chrysler, au milieu des années 2000, dans l'ère Daimler, dans l'ère où est-ce qu'on avait beaucoup d'espoir du côté design, avec la Chrysler MI 412. Puis MI, on parle pas du moteur MI, non, mais on parle de ME. Exactement. Une Chrysler capable de battre une Ferrari Enzo, est-ce que vous y croyez? Vous feriez bien parce que ça a failli arriver pour de vrai. Histoire d'une occasion manquée. Wow. Colin, c'est tellement beau. OK. Avant d'aller plus loin, là, peux-tu nous présenter quelques supercars de l'époque? Justement, tu nous as mentionné la Enzo, mais là, dans cette époque-là, plus précisément, cette voiture-là, elle voulait rivaliser avec quoi? Oui, alors avec un peu de contexte. En 2004, on pouvait acheter une Bugatti Veyron, 1001 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes, 406 de VMAX. Wow. Ferrari Enzo, 660 chevaux, 0 à 100 en 3,5 secondes, VMAX 350 km/h. Ford GT, 500 chevaux, 0 à 100 en 4,3 secondes, VMAX 300 km/h. McLaren SLR, 626 chevaux, 0 à 100 en 3,8 secondes et une VMAX de 334 km/h. Portez une attention particulière à la Mercedes parce qu'on va en reparler un petit peu plus loin. C'est dur à croire que ces véhicules-là, ça fait 20 ans de ça. Et ouais. Parce qu'on leur regarde les designs, puis c'est comme encore tellement d'actualité. Ça marche, hein? Ça marche encore. Mais non. Ça commence quand, là, cette histoire-là de la MI 412? Ça commence tout simplement au salon de l'auto de Détroit en janvier 2003. Chrysler vient d'y dévoiler l'époustouflante Dodge Tomahawk, une moto à 4 roues dont la partie centrale du châssis est tout simplement un moteur V10 de Dodge Viper. À ce moment, l'équipe dirigeante de Chrysler se demande comment faire plus fort pour l'année suivante en présentant quelque chose que personne n'attendrait de la part de Chrysler. Pourquoi pas une supercar capable d'aller chasser sur les terres de Ferrari, justement. Le compte à rebours est lancé, il reste exactement 12 mois avant le prochain salon de Détroit. Côté mécanique, on parle de quoi? Pour réaliser un tel engin dans un délai aussi court, pas question de créer un nouveau moteur. Et cela tombe bien car Mercedes-Benz, propriétaire de Chrysler à l'époque, comme on l'a dit, a dans sa boîte d'organes le V12 de 6 litres M120, vu sous le capot de la SL600 et, excusez du peu, de la Pagani Zonda. Pour faire bonne mesure, les ingénieurs de Chrysler vont lui greffer 4 turbos, entraînant la conception de nouvelles têtes de moteur, de nouvelles tubulures d'admission et d'échappement, ainsi que l'utilisation d'un vilebrequin et de pistons renforcés. Le résultat final est assez impressionnant, 850 chevaux et 850 livres-pieds de couple. Mais Chrysler ne cherche pas qu'à présenter des chiffres qui font rêver. La marque vise dès le départ une possible commercialisation. Et c'est pour cela qu'elle développe avec la société d'ingénierie anglaise Ricardo une boîte à 7 rapports à double embrayage, une technologie encore relativement nouvelle à l'époque. Cette boîte est capable de réaliser des changements de vitesse en seulement 200 millisecondes. La partie châssis n'est pas en reste. La structure centrale combine la fibre de carbone et l'aluminium en nid d'abeille. Les sous-châssis avant et arrière mélangent aluminium et acier, alors que la carrosserie est en fibre de carbone. Les freins sont en carbone céramique avec des étriers à 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière. Et pour transmettre toute cette puissance au sol, on retrouve des pneus Michelin haute performance en 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière. L'ensemble est capable de passer les normes de sécurité américaines tout en ne pesant que 1310 kg, ce qui donne un rapport poids-puissance de près de 650 chevaux par tonne. En comparaison, une Ferrari Enzo arrive à peine à dépasser les 480 chevaux par tonne. Les lignes sont signées Brian Nylander sous la direction de Trevor Creed, directeur du design de Chrysler. Les arêtes sont bien tranchées, les feux sont traités comme des joyaux et le capot reprend la thématique des Street en vogue chez Chrysler à l'époque. En plus d'optimiser l'efficacité thermique, parce qu'il faut bien refroidir les 4 turbos, l'auto est surtout destinée pour générer un maximum d'appui. Pour cela, elle peut compter sur un aileron arrière actif, capable de se déployer de 100 mm, et un fond entièrement caréné afin d'améliorer la stabilité. Chrysler passera de nombreuses heures en soufflerie et mesurera un CX de 0,358. La MI 412, est très basse,
1,14 m de hauteur, et très large, 2 mètres. Supercar ne veut pas dire dénuement et on retrouve à l'intérieur une climatisation automatique, un système audio haut de gamme, des sièges en fibre de carbone recouverts de cuir et un toit en verre. Wow, c'est la fibre de carbone dans ce temps-là, hein, c'était vraiment toutes les sauces. Ouais. Là, puis pour la légèreté, mais là, je pense que chez les Américains, on y allait avec la grosse puissance. Quand est-ce qu'on dévoile ça? Au salon de Détroit 2004, au mois de janvier, comme prévu. Le nom choisi est purement descriptif, MI pour Mid-Engine, moteur central, 4 turbos, 12 cylindres, très simple. Les chiffres de performance annoncés font tourner les têtes. Le 0 à 60 en 2,9 secondes, le 0 à 100 000 à l'heure en 6,2 secondes, et le quart de mille abattu en 10,6 secondes à 142 000 à l'heure, soit 228 km/h, et une vitesse de pointe de 400 km/h. Chrysler précise quand même que ce sont des estimations, parce que cela est encore très théorique. Au salon, Wolfgang Bernhard, chef de l'exploitation de Chrysler, indique qu'un prototype roulant sera prêt pour l'été. La construction d'un deuxième véhicule, avec une esthétique et un intérieur simplifié, est déjà en cours. La marque pense alors que la production pourrait commencer d'ici 2 ans. Chrysler tient parole et, quelques mois plus tard, des journalistes peuvent conduire le prototype autour du circuit de Laguna Seca. C'est ce véhicule même qui fera la couverture du Guide de l'Auto 2005. Le développement a été réalisé sous la houlette de Dan Knott, le patron de SRT, la branche performance de Chrysler. Le moteur n'est pas encore à sa puissance maximale, la boîte de vitesse est mal calibrée, la suspension a besoin d'ajustement, mais il apparaît clair que la marque semble pouvoir être en mesure de supporter les chiffres du salon de Détroit. Dieter Zetsche, le PDG de Chrysler, parle du projet avec enthousiasme. Un comité est chargé d'en étudier la faisabilité. Toutes sortes d'estimations, de prix et de volume de production sont avancées dans la presse. Tout le monde est excité, on paraît y croire, et puis... Le couperet tombe. Et oui, début janvier 2005, Chrysler publie un communiqué de presse expliquant que la marque a décidé de ne pas produire la MI412 en série, en précisant qu'elle coûterait des centaines de millions de dollars en développement et en marketing. La supercar est perçue comme une distraction au moment où la compagnie qui vient de lancer les 300 et Magnum cherche à regagner des parts de marché. Alors ça, c'est la version officielle. Officieusement, il se dit que la direction allemande de Mercedes-Benz n'a pas beaucoup apprécié la réalisation aussi rapide d'un véhicule capable de battre leur joyau, la Mercedes McLaren SLR. Et les Allemands auraient demandé que le projet soit purement et simplement annulé. Les nuages noirs commençaient à s'amonceler tranquillement autour de la relation entre Mercedes et Chrysler. Le pire était à venir. Wow. Merci, Hugues, d'avoir parlé d'un véhicule que je trouve absolument sublime, mais aussi qui a fait un peu partie de l'histoire du Guide de l'Auto en 2005, évidemment. Merci encore. Le Guide de l'Auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Pour démarrer les essais, Vincent, tu vas nous parler de la Toyota BZ4X. Excusez-moi, la Toyota BZ... non, la Subaru Solterra. C'est compliqué ton affaire. Oui, mais ça c'est a compliqué tout un lien. Pourtant, ce n'est qu'un seul véhicule. C'est compliqué leur affaire. Toyota BZ4X a été succédé par la BZ et puis, évidemment, c'est le même véhicule essentiellement chez Subaru. Puis là, on a reçu les améliorations qu'on a apportées à la Toyota BZ dans le nouveau Solterra. Et puis toi, tu as été l'essayer, ce nouveau Subaru Solterra. Là. Au Colorado, un parcours particulièrement sinueux pour un véhicule électrique et même hors route. On se souvient là, que la Solterra n'a pas été très bien reçue sur le marché. Autonomie décevante, puissance un peu en retrait. Ouais. Là, le Solterra revient parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que 2025, il n'y en a pas eu. Les derniers modèles encore en vente, c'est des 2024. Là, on passe directement en 2026. Puis, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que elle arrive au sein d'un trio maintenant. Il va y avoir le Uncharted qui va être le véhicule urbain et le Trail Seeker qui va être la Outback électrique, là, appelons-la comme ça. Là. Ouais. Pour les aventuriers, encore l'aventure. Mais écoute, ce qui était dommage du côté du Solterra quand ça a été lancé, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose pour la clientèle de Subaru dans ce véhicule-là. Une autonomie qui était très basse, un véhicule qui était très lourd. Oui, on avait le X-Mode, etc., qui est un logiciel, en fin de compte, là, dans ce véhicule-là. Et puis, les gens venaient nous demander des questions dans
les salons de l'auto, etc. Puis ils disaient, ben, est-ce que c'est un véhicule pour moi? J'ai un Forester, j'ai un Outback Wilderness, etc. Je veux passer à l'électrique chez Subaru. Et puis c'était difficile pour nous de recommander parce qu'on disait, ben, oui, c'est Subaru, mais il y a beaucoup de compromis qui ont été faits ici et là. Puis là, ben, on essaie avec tous ces Uncharted, etc., on essaie de ramener puis de se réidentifier un peu à notre clientèle. Je pense qu'on essaie de justifier tous les investissements sur le Solterra et le BZ, le BZ4X. C'est bien dit. Heureusement, il y a eu des bons ajustements là, parce que la puissance passe de 215 à 338 chevaux. Ouais. Ça paraît sous le pied droit, je vous le dis. Batterie un peu plus grande, capacité 77 kWh maintenant. Subaru nous promet une recharge en 30 minutes, 10 à 80 %, ce qui est devenu un peu le standard là, de l'industrie. Et puis, même une prise de niveau 1 là, qui est un peu plus rapide que par le passé. On a corrigé un peu le design. Là. On voit à l'avant là, qui est différent. Il y a beaucoup moins de versions avec des contours d'ailes contrastantes. Ouais. C'est vraiment un modèle un peu plus... Homogène. Subaru nous le décrit maintenant comme la version un peu plus huppée. Bon, c'est quand même le même véhicule. Là. Mentionnons aussi à l'intérieur, comme le BZ, plus grand écran au centre, c'est la norme. Et maintenant, double chargeur pour l'appareil intelligent, encore là, c'est la norme. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est le même véhicule, c'est la même architecture. On ne peut pas tout changer non plus. Oui, il y a des améliorations technologiques, par exemple, au niveau de la batterie, puis au niveau des facteurs qui nous affectent là, au Québec, la recharge, le préconditionnement, etc. Le préconditionnement, c'est un système qui n'existait pas avant. Là, on l'a intégré dans toutes les versions. Faut aussi que je précise que toutes les versions sont à rouage intégral, contrairement aux États-Unis où ils ont des versions un peu moins puissantes. Chez nous, on n'a que celle-ci. Et on n'a pas encore les prix. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Subaru a mentionné durant, on a posé la question, puis ils nous ont dit qu'il n'allait pas avoir d'inflation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, il n'y a pas eu de 2025. Est-ce qu'on se base sur le prix américain? On n'a pas voulu nous en dire plus. Dans mon article, j'ai mentionné les prix 2024. Mais là, on n'a pas un communiqué officiel qui nous dit « Voici les prix 2026 ». Mais... moi, je suppose qu'on va avoir un Solterra de base à 56 495 avant les frais et les taxes et tout. Tu as conduit les deux véhicules, l'ancien Solterra, le nouveau Solterra. C'est quoi le take-away un peu que tu as remarqué, à part l'augmentation de puissance là, en dessous de la pédale? Wow! c'est quand même le même véhicule. Vincent, un homme de peu de mots. Peux-tu cacher ta joie, s'il te plaît, là, un peu? Là, parce que... Non, mais c'est le même véhicule. Ouais. On l'a senti un peu plus solide. Là. Il y a des ajustements qui ont été faits au niveau de la direction, de la suspension. Oui. Mais c'est un trajet un peu trop court pour vraiment... Tu sais, un véhicule électrique, il faut l'essayer longuement. Il faut voir s'il se décharge rapidement. Ouais. Mais pour un premier essai, c'est quand même convaincant, même quand ils nous ont fait une portion hors route. Il n'y a personne qui va utiliser son véhicule dans une telle situation. Évidemment, mais ça a les capacités de le faire comme en tant que véhicule avec une garde au sol un petit peu plus élevée, puis etc. Oui. Bon. Fait qu'au moins, Subaru a fait les ajustements nécessaires pour revenir dans le peloton. C'était le titre de mon article. Oui, parce qu'avec une meilleure autonomie, meilleure puissance, etc., un petit peu actualisé, puis les technologies qu'on a besoin au Québec, comme le préconditionnement. C'est ça. Donc là, au moins, ils sont at par, comme on dit en anglais. OK. Gabriel, pour ta part, tu as fait un essai d'un véhicule électrique qui est beaucoup plus gros. Puis qui était très attendu, je pense, au Québec, le Hyundai Ioniq 9. Oui, le Hyundai Ioniq 9, bon, évidemment, échelle de prix qui varie entre 62 766 jusqu'à 84 000 et plus. C'est en dessous de 100 000. Oui, exactement. Non, mais c'est quand même assez intéressant parce que quand tu regardes le prix du modèle qu'on a essayé, c'était exactement ça, là, 84 516. C'était le Ultimate Calligraphy, le modèle vraiment le plus équipé. Et quand on regarde le prix et ce qu'il y a comme équipement dans le véhicule, c'est assez convaincant. Bon, évidemment, ce véhicule-là, c'est un véhicule qui est élaboré sur la nouvelle version de la plateforme électrique de Hyundai et Kia, donc la EGMP 2. Donc, une batterie d'une plus grande capacité, on passe à 110 kWh de capacité là-dessus. Wow. Ça demeure un véhicule qui est très lourd, 2700 kg. Et évidemment, dans la version Ultimate Calligraphy, c'est avec 2 moteurs électriques,
puissance totale de 422 chevaux, 516 livres-pieds de couple. Et comme toujours dans le cas de ces véhicules-là, ce qui est vraiment intéressant, le seul agrément de conduite que tu as à bord de ce véhicule-là, c'est quand tu écrases l'accélérateur, ça décolle assez rapidement. Pour un véhicule de ce format-là. Là, Et que c'est très confortable, c'est très silencieux aussi. Mais pour l'agrément de conduite, on a une direction qui est absolument pas communicative. C'est pas un véhicule qui est pour l'amateur de conduite, c'est véritablement un véhicule qui donne une bonne autonomie. On parle d'environ 500 km d'autonomie avec cette capacité de batterie-là. Pour ce qui est autre chose que j'ai noté, souvent quand on conduit un véhicule électrique, tu as un peu ce phénomène où tu as beaucoup plus d'amplitude au niveau de la suspension arrière. Tu as l'impression quand tu roules sur la route, puis même si vous roulez sur la route puis vous observez un véhicule électrique qui passe à côté, vous allez voir souvent que l'arrière semble, il y a plus de mouvement. Et ça, sur le Ioniq 9, c'est beaucoup mieux contrôlé. Tu as beaucoup moins ce feeling-là d'amplitude au niveau du mouvement de la suspension arrière. Ça, c'est assez intéressant. On peut assumer un peu plus de confort pour les passagers à l'arrière. Exactement. Donc, pour le reste, c'est encore une fois un véhicule qui est très, très lourd, mais on met véritablement l'accent sur le confort, sur la douceur de roulement, du vitrage acoustique aussi, des pneus aussi qui sont conçus spécialement justement pour réduire les bruits de roulement, parce qu'évidemment, dans un véhicule électrique, quand on n'a plus le bruit du moteur thermique, tous les autres bruits deviennent un peu plus présents. Mais ils ont vraiment bien travaillé du côté de l'insonorisation de ce véhicule-là. Structure très rigide. C'est aussi un véhicule qui est plus long que le EV9. Donc, un peu plus d'espace. Le style rétro-moderne que je qualifierais, là, avec les pixels aussi à l'avant, à l'arrière. On aime ça, les pixels. Les années 80, on y revient. Cool, Et puis, beaucoup d'espace à la première et à la deuxième rangée. Évidemment, le système d'infodivertissement avec la grosse dalle numérique que l'on voit maintenant dans tous les modèles Hyundai et Kia. Donc, c'est assez concluant pour ce qui est de l'autonomie et du côté pratique. Évidemment, un véhicule à 3 rangées de sièges aussi pour les... D'ailleurs, on a fait un match comparatif dans le guide de l'auto 2026 des VUS électriques à 3 rangées, dans lequel on a aussi ajouté le ID Buzz un peu comme outsider. Et puis, le Ioniq 9, c'est classé 2e derrière le V9, mais pas par grand-chose. C'est une question de détail, plus d'appréciation du design là, qui entre en cause. Oui, rendu là, c'est vraiment au goût de l'acheteur. Mais c'est un véhicule assez concluant. Et puis, bon, évidemment, il y a d'autres versions que la Ultimate Calligraphy, qui est la version la plus équipée. Donc, un véhicule assez intéressant qui va permettre à Hyundai de marquer des points dans ce créneau. Oui, puis pour la vie familiale aussi. Avec 500 km, puis avec cette plateforme-là qui s'est prouvé, qui a prouvé sa fiabilité en termes de véhicules électriques, je pense que les gens recherchent ça pour pas devoir arrêter... aux bandes de recharge trop souvent, puis inhaler des particules fines, comme on dit selon les études, avec les enfants. Pour ma part, moi, j'ai essayé un véhicule qui est pas tout à fait neuf. Hein, Qu'est-ce que j'aime que tu dis de ce véhicule-là, c'est que c'est le véhicule qui porte la marque Mitsubishi à bout de bras, le Outlander PHEV. Écoute, le 2025, il faut le préciser, évidemment, hybride enfichable, une édition Black Edition, comme on sort chez les constructeurs de plus en plus avec des accents noircis. Je remercie Dominique Boucher pour la photo parce que j'avais des photos de presse, mais Dominique notre collègue a pris vraiment des plus belles photos que ce qu'on avait du côté... mais c'est pas facile avec un véhicule tout noir. Mais non, évidemment, donc on apprécie le talent. J'aime beaucoup ce véhicule là parce qu'il va chercher toutes sortes de petites affaires que les autres dans son segment n'ont pas. Comme par exemple la possibilité d'une 3e rangée. Elle est là. Et on dit possibilité parce qu'elle est très courte. Elle est symbolique. Elle est symbolique, mais dépanne. Donc, dans le segment des utilitaires compacts, c'est extraordinaire de pouvoir offrir ça. On a justement un exemple là, de l'espace qui est bien démontré par la lentille de Dominique ici. Aussi, quelque chose qu'il n'y a pas dans les hybrides rechargeables, ou pas beaucoup dans les hybrides rechargeables, c'est un port de recharge de niveau 3, en fait, pour se brancher sur une borne de recharge de niveau 3, quelque chose que j'ai testé. Overall, le véhicule, la puissance, tout ça, le confort, c'est bien, ça remplit toutes les cases. Une finition de base à l'intérieur, mais bien faite, c'est solide. Hein? C'est un produit Mitsubishi. On peut pas vraiment reprocher grand-chose sur la solidité et la fiabilité du véhicule. Par contre,
bruyant. Le système hybride, là, avec le 2.4 litres, ça, c'est très bruyant continuellement, même quand on permute à travers les modes, là, on change les modes, puis ça demeure bruyant. Puis aussi, quand on épuise la batterie, ça devient assez gourmand en termes de carburant, de consommation de carburant, pardon. Je me suis arrêté à la recharge pour tester le port CHAdeMO, parce qu'il faut le préciser, le port de recharge rapide, c'est un port CHAdeMO qui est un port chez Nissan, en fait, sur plusieurs constructeurs japonais, qui est encore populaire au Japon. C'était la norme japonaise. C'était la norme japonaise, merci Hugues, qu'on a gardé sur nos infrastructures, en fait, au Québec, parce qu'il y a énormément de Nissan Leaf sur nos routes et on peut pas les enlever, les ports CHAdeMO, immédiatement. Puis, ça m'a pris à peu près 40 minutes. Je suis allé chercher à peu près 60 km d'autonomie, mais sur une borne qui était à taux fixe à 20 $, donc ça a coûté 16 $ et quelques pour recharger ça à la maison. C'est mieux. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Recharger à la maison, plugger-le tout le temps, même si c'est sur le 120, là, une fiche domestique, etc., ça peut contribuer parce que justement, s'assurer de garder la batterie rechargée dans ce véhicule-là, ça va éviter d'utiliser le moteur thermique et de consommer plus de carburant sur un véhicule qui est somme toute sur tous les autres aspects que j'aime beaucoup. Là. Mais c'est ça aussi, l'avantage des hybrides enfichables qui n'ont pas une grosse batterie, là, c'est le fait qu'on puisse la brancher justement sur une prise de 110, une prise conventionnelle de courant. Là. Ouais. Et donc, tu n'as pas nécessairement l'obligation d'acheter une borne de recharge. Ouais. Évidemment, ça va se recharger plus vite avec une borne de niveau 2. Ouais. Mais tu n'utilises pas le véhicule pendant un 24 heures complet, tu peux aller chercher une mais c'est vrai quand même qu'un petit investissement sur une borne de recharge, même avec un hybride enfichable, c'est intéressant. D'autant que on voit maintenant que les hybrides enfichables, ça reste quand même une voie d'avenir. Là, on va être avec pendant quelques années. Donc, si tu en as un maintenant et que tu en changes un d'ici 2-3 ans avec des autonomies supérieures et des batteries plus grosses, parce que c'est vers ça qu'on s'en va, un petit investissement sur un port de recharge 220 volts, non, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Merci tout le monde d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. La semaine prochaine, on vous revient en saison régulière avec Antoine Joubert. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Salut tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.